Je suis un romantique désespéré et dégoûtant. Je peux tomber amoureux de n'importe qui ou de n'importe quoi en 15 secondes. Un manoir de style Renaissance italienne de 28 pièces s'élève des collines de Beverly Hills, comme s'il avait été transporté d'Europe et déposé au-dessus du Bel Air Country Club. Construit en 1929 et acheté par Lionel Richie en 1999 pour environ 6 millions de dollars. Elle s'étend sur plus de 1600 mètres carrés, avec 6 chambres, 13 salles de bain, une piscine olympique et des terrasses en pierre surplombant des fairways parfaitement entretenus. L'extérieur est peint en palomino, couleur que Richie a copiée d'une maison sur une colline au lac de Côme, car il aimait la façon dont elle captait la lumière. Pas besoin de s'y connaître en musique pour savoir que la personne ici a déjà gagné. Passez la porte d'entrée, et la première pièce est une bibliothèque qui sert aussi de vitrine à trophées, pour une vie. Des canapés en velours ciselé font face à des chaises italiennes rococo peintes et dorées. Les étagères contiennent des livres, des boîtes en opaline, des chevaux en pierre chinois et des statuettes ancestrales africaines, tous collectés au fil de décennies de tournées. Sur les tables et les buffets, des statuettes de Grammy et un Oscar côtoyant des photos de famille. Des objets prestigieux posés négligemment, autour desquels la plupart des artistes bâtiraient un musée. Richie dit souvent qu'une maison ressemble à un être humain et que c'est merveilleux. Un homme de 80 ans plein de sagesse quand il parle de ce manoir, comme si le bâtiment lui-même avait vécu une vie parallèle à la sienne. Avant, il y avait un domaine à Beverly Hills qui valait bien plus de 25 millions de dollars. Il y avait une maison en briques sur le campus de l'Institut Tuskegee en Alabama, une maison que ses grands-parents ont reçue de la part de Booker T. Washington lui-même. Son père, Lionel Senior, était un aviateur de Tuskegee et un analyste des systèmes de l'armée américaine. Sa mère, Alberta, était enseignante et directrice, au lieu d'un terrain de golf privé. Son jardin d'enfance était un collège historiquement noir. Des professeurs comme voisins, des dîners de famille imprégnés de l'idée que les livres et la discipline étaient pour les vrais luxes. Voilà le contraste. Toute cette histoire repose sur le garçon, élevé dans un campus universitaire noir du Sud, et l'homme taillant des haies dans l'un des codes postaux les plus exclusifs au monde. Derrière à Beverly Hills, Richie a transformé son jardin en ce qu'il appelle son zen. Des cyprès et des magnolias encadrent une roseraie plantée de roses iceberg blanches. Des terrasses en calcaire superposées descendent vers une piscine, et une maison de piscine en pierre. Ses enfants l'appellent Lionel Main de Ciseaux, parce qu'il est toujours dehors avec un sécateur à tailler les haies, chez lui et même chez eux. Et il plaisante en disant que s'il voit des branches recouvrir un panneau stop dans le quartier, il descend de voiture et commence à couper. Une superstar mondiale à genoux dans la terre, en train de tailler, d'arroser, de s'occuper de la lavande, du jasmin et des agrumes, c'est une image étonnamment terre-à-terre d'un homme dont la vie se trouve désormais à l'extrémité du spectre de la richesse. Quand il bloque sur une parole, dit-il, il marche jusqu'au bout du jardin et a une conversation avec Dieu. Comme si le deuxième couplet, le plus têtu du monde, pouvait se cacher dans les massifs de roses. Bien avant qu'il y ait des Range Rover et des Ferrari qui passent devant la porte d'entrée, il y avait un gamin avec une bourse de tennis à l'université de Tuskegee qui essayait de savoir si sa vie serait consacrée au sport, à l'économie ou au petit groupe du campus avec lequel il s'éclipsait sans cesse pour répéter. Il n'est pas arrivé au succès avec chauffeur, il y a couru sur un cours universitaire. Son premier véritable amour automobile n'était ni européen ni parfait. C'était une Datsun 280Z de 1976, une voiture de sport japonaise qu'il appelle joyeusement la version à prix réduit de la Jaguar XKE. En fait, il voulait la Jaguar mais ne pouvait pas se le permettre, rêvant du long capot et du mythe britannique. Il a eu la Datsun à la place. Des décennies plus tard, c'est toujours la voiture qu'il évoque avec le sourire, celle qui lui a volé le cœur, symbole d'un temps où il était encore au centre. Plus fauché, pas encore riche, juste un jeune musicien qui s'achète enfin quelque chose de rapide grâce à ses propres succès. Puis les Commodores ont explosé, des tubes funk, des ballades soul, des tournées sans fin. Au sommet de tout cela, Richie est revenu dans une concession en Californie et a fait quelque chose digne d'une rockstar de dessin animé. Il a acheté 7 Mercedes-Benz 450 d'un seul coup, une pour lui et une pour chaque membre du groupe. Le concessionnaire, stupéfait, a appelé le directeur de la banque de Richie pour vérifier l'authenticité de l'argent. Ce n'était plus un gamin tentant de s'éclipser discrètement avec une vieille Datsun, mais un homme transformant son succès en flotte immédiate. À partir de là, le garage devient une sorte de registre permanent de sa carrière. Des rapports. On compte parmi ses voitures une Ferrari, un Range Rover, une berline Mercedes et cette vieille Datsun 280Z. Un mélange de grand tourisme européen et de luxe pratique réunis dans une seule vie.
Les articles financiers sur les célébrités évoquent tant des millions investis dans des véhicules et un avion privé utilisé pour ses tournées mondiales. Une extension volante des sols en marbre du manoir. Le gamin qui a grandi dans une maison de campus embarque maintenant dans un jet avec sa fille Sophia, voyageant de Los Angeles à New York. Ainsi, il peut la soutenir. Sur un podium à la Fashion Week, le père, qui autrefois devait se justifier d'avoir une Datsun, considère désormais les voyages en avion comme une simple course familiale. À un certain moment même, il semble ressentir la distance entre sa vie et celle de ses fans. Dans un portrait de voyage, il rit en disant qu'il adore les jets privés. Concevoir des intérieurs pour eux sera sûrement la dernière chose qu'il fera pour sa marque, car la plupart des gens qui le regardent n'y entreront jamais. Il préfère leur vendre du linge de lit et des meubles pour rapprocher leur appartement de son salon plutôt que d'autres produits. Un rêve qu'ils ne verront jamais que depuis la cabine économique. C'est le style de vie de Lionel Richie en miniature, indéniablement extravagant, mais toujours avec un œil sur l'apparence vue de l'extérieur. Et nulle part cet écart entre un homme et le monde n'apparaît plus clairement qu'au moment où sa voix a cessé de lui appartenir pour devenir une bande-son mondiale. Imaginez Los Angeles, le 12 août 1984. Les Jeux Olympiques d'été se terminent au Colisée, un stade déjà chargé d'histoire. À la tombée de la nuit, Lionel Richie entre sur le terrain devant des dizaines de milliers de personnes dans les gradins. Et avec environ 2,6 milliards de téléspectateurs dans le monde entier, il entame All Night Long, mais pas la version que vous connaissez à la radio. La chanson est étirée et prolongée, transformée en parade, avec des danseurs qui envahissent la piste, des ballons géants et des confettis. Tout l'endroit bouge dans un chaos chorégraphié. Musique, feux d'artifice, drapeaux de dizaines de pays. La chanson devient moins une performance qu'un carnaval en 3 dimensions. C'est le rythme de l'émerveillement. C'est un homme de Tuskegee, Alabama, qui clôture les Jeux Olympiques. Et cela ne s'est pas arrêté cette nuit-là. En janvier 1985, il s'est assis dans une pièce avec Michael Jackson et a écrit « We Are the World », un single caritatif vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, récoltant des dizaines de millions contre la famine. Des décennies plus tard, en 2015, il monterait sur la scène Pyramide, au festival de Glastonbury, pour le créneau du Sunday Legend, et attirerait l'une des plus grandes foules du week-end. Un chant anglais boueux qui chantait chaque mot en retour. Mais voilà le problème quand on vit dans autant de bruit. À un moment donné, le volume doit s'effondrer. L'histoire que tant de gens pensaient connaître sur Lionel Richie s'est fissurée en juin 1988. Il est tard dans la nuit à Beverly Hills, lorsque sa femme séparée, Brenda Harvey, se présente chez sa petite amie de l'époque, Diane Alexander. Ce qui se passe ensuite devient une légende des tabloïds, une confrontation en hurlant. La police a été appelée, Harvey a été placé en garde à vue pour suspicion de violence conjugale, coups et blessures et résistance à l'arrestation, puis relâché. Alors que l'histoire fait le tour du monde, dans ses mémoires des décennies plus tard, Richie l'appelle brutale, laide et désastreuse, et plus encore, le scandale de mon siècle. Pour un homme dont la carte de visite était des chansons d'amour assez douces pour être jouées lors de mariage, c'est un choc brutal entre l'image et la réalité. La même voix qui murmurait « Bonjour, est-ce moi que tu cherches ?» Aujourd'hui, son chaos privé est exposé sous les lumières de fluorescentes du poste de police. Il passera des années à payer pour cette nuit-là, non seulement en frais juridiques, mais aussi en santé, en silence, dans le regard des autres, parce que le scandale n'est pas arrivé seul. Au même moment, le corps et l'esprit de Richie ont commencé à céder. Ses médecins lui ont annoncé qu'il devait subir une opération risquée à la gorge, pouvant lui faire perdre la voix qui lui avait apporté la villa, les voitures et la reconnaissance des Jeux Olympiques. Son père, l'aviateur de Tuskegee, qui avait porté un toast à Alberta comme une dame à 3 reprises, déclinait. Richie lui-même glissait vers ce qu'il reconnaîtrait plus tard comme une dépression nerveuse, une dépression non diagnostiquée et un TDAH de longue date. Après avoir rattrapé le temps perdu après des années de travail acharné, il s'est promis une pause d'1 an dans la musique, qui a duré plus de 3 ans. Pendant un certain temps, l'homme dont le visage était partout ne l'était tout simplement plus. En réalité, il essayait juste de sortir du lit. Dans ce vide, il s'est de nouveau tourné vers ses aînés. Des aînés d'Hollywood comme Sammy Davis Jr., Sidney Poitier et Gregory Peck, des hommes qui avaient déjà survécu à leur propre scandale. Dans ses mémoires, il se souvient avoir appelé Gregory Peck en plein chaos et s'être fait dire essentiellement qu'à Hollywood, même un divorce compliqué est surmontable. Ça n'a rien arrangé, mais ça a rendu le monstre moins effrayant.
Avant que le scandale n'éclate, Lionel et Brenda avaient déjà adopté une petite fille nommée Nicole, la fille de musiciens en tournée qu'ils avaient rencontrée lors d'un concert de Prince. Ses parents peinaient sur la route et, avec le temps, l'oncle Lionel Richie est devenu son père. Il lui a donné son nom et une chambre au manoir, promettant de la traiter comme sa fille. Au milieu des années 1990, les choses ont changé. Richie a épousé Diane Alexander en 1995. Ils ont eu 2 enfants, Miles et Sophia, formant une nouvelle famille dans la propriété de Beverly Hills, témoin du pire de sa vie. Le mariage a duré jusqu'en 2004, un autre divorce pour l'homme dont les chansons avaient autrefois symbolisé l'éternité. Et pourtant, si vous l'écoutez aujourd'hui, il ne met pas en avant les dégâts qu'il mentionne. Ces 2 ex-femmes sont des mères dévouées et aimantes, et ces enfants des 2 mariages sont très unis. Le public se rappelle peut-être les photos d'arrestation. Il souhaite que l'on retienne sa façon d'être père aujourd'hui. Sa compagne de longue date est Lisa Parigi, une entrepreneure et mannequin suisse, éthiopienne et chinoise. Ayant plus de 30 ans de moins, il minimise l'écart d'âge d'un haussement d'épaule et d'une blague. Un autre lieu où le style de vie rencontre la politique personnelle. Si la fin des années 80 et le début des années 90 ont été son numéro de disparition, le 21e siècle a été un long et lent retour, et cette seconde vie se déroule sur une scène très différente. Parce que pour toute une génération, Lionel Richie n'est pas le gars des Jeux Olympiques, ni l'homme derrière We Are the World. C'est le juge au regard bienveillant dans American Idol. Dans le reboot d'ABC en 2018, il a pris l'une des 3 places derrière le bureau, pleurant facilement, riant souvent et parlant à des jeunes nerveux venus de petites villes. Il se reconnaît en eux, parce qu'il se souvient avoir été ce jeune homme à Tuskegee, partagé entre une raquette de tennis et un micro. Au lieu d'être coincé dans une boucle de nostalgie sur le circuit des casinos, il est dans les salons des gens chaque semaine, reliant les grands-parents qui ont grandi avec les Commodore et les petits-enfants qui le connaissent grâce à Idol et aux clips viraux de Hello, et il gagnerait un salaire à 8 chiffres pour ce rôle. Une petite partie du public, mais bruyante, se plaint que lui et ses collègues juges sont trop indulgents. C'est un risque lorsque votre marque est la gentillesse dans un format dicté par l'audience, en dehors de la bulle d'Idol. Lionel Richie a tracé une ligne claire concernant la politique lors des interviews. Il qualifie la politique moderne de méchante et de plus en plus mauvaise, et il refuse d'être transformé en mascotte partisane. Pour un homme qui a coécrit l'hymne caritatif multicélébrité emblématique des années 80, c'est un choix délibéré. Il affirme que son activisme, c'est l'amour et la musique, pas les slogans ni les rassemblements. En plus du soft power, il y a aussi de l'argent sonnant et trébuchant. Au milieu des années 2020, on estime la fortune de Lionel Richie à environ 200 millions de dollars. Cette fortune repose sur plus de 100 millions de disques vendus dans le monde entier et un contrat d'édition exclusif qui continue de faire fructifier son catalogue en arrière-plan. À Las Vegas, il a transformé la nostalgie en une véritable machine à résidence et il continue de remplir les arènes européennes. Dites bonjour au tube. En plaisantant, il dit que les tournées sont en gros des vacances avec des milliers d'amis dans chaque ville, mais l'entreprise ne s'arrête pas à la musique. Il y a Lionel Richie Home, une ligne de décoration qui transpose ses intérieurs, inspirée de ses voyages en meubles, textiles et accessoires pour ceux qui ne verront jamais l'intérieur de son manoir de 28 pièces. Il propose des ensembles de literie en ligne, présentés comme durables, résistants à l'humidité, promettant le meilleur sommeil toute la nuit. Il nomme son parfum Hello et un autre Easy, comme Sunday Morning, transformant ses plus grands succès en fragrances et ensembles de draps. Ainsi, chaque fois que les fans s'allongent, ils font un peu de placement de produits pour lui, dans leur propre tête. Il soutient de nombreuses causes, des programmes pour la jeunesse à la recherche médicale, et sa propre fondation Lionel Richie à Beverly Hills parle d'éliminer les disparités éducatives et de soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Sa devise résume sa philosophie en une seule phrase. « Donne tout, car tu n'emportes rien avec toi. » Sur ce bout de terre, en face de Tuskegee. L'université Hello Park a finalement ouvert après des décennies de discussions, avec un amphithéâtre en gradin comme une petite salle de conférence en plein air et un panneau qui dit « Hello ». Dans la même écriture que celle de son album, Richie se tient là, de retour dans la ville qu'il a vu grandir, et parle des étudiants assis dans le parc, regardant l'université et réalisant que de grands héritages ont commencé juste là. Un homme dont la voix a autrefois clôturé les Jeux Olympiques coupe maintenant un ruban dans un parc de quartier, reliant une vie mondiale à une petite rue du Sud. Loin des événements et des caméras, sa vie quotidienne ressemble maintenant presque à celle d'un moine comparé au tumulte de son apogée. Il se décrit comme un oiseau de nuit, dit qu'il prend vraiment vie.
Entre minuit et 6 heures du matin, travaillant pendant que le reste de Los Angeles dort, il se réveille vers midi, s'hydrate, prend un premier repas riche en protéines et fait un peu d'exercice pour protéger un corps qui a maintenant bien dépassé les 70 ans. Il est devenu célèbre pour ne pas vieillir et explique cela par le sommeil, l'hydratation et le fait d'éviter de toucher son visage. La partie la plus révélatrice de sa routine est la moins glamour. Il dit que chaque matin, avant même de sortir du lit, il passe mentalement en revue tous ses problèmes. Les enfants, la famille, les factures, les obligations non terminées. Ensuite, il se traîne jusqu'au miroir de la salle de bain, lève les yeux et dit à voix haute « Putain de Lionel Richie ». Pas par vanité, mais par incrédulité qu'après avoir perdu ses parents, sa communauté, même les Commodores, parfois, il soit encore là. Quand il parle de son art aujourd'hui, ce ne sont pas les notes aiguës qu'il évoque, c'est le murmure, dit-il. La note la plus importante qu'il atteindra jamais, c'est la plus discrète. Parce qu'on ne crie pas « je t'aime » à quelqu'un, on le dit doucement, d'une voix qui semble n'être que pour cette personne. Il attribue à Marvin Gaye le mérite de lui avoir appris cela et souligne que, dans les Commodores, les autres prenant les morceaux funk rythmés, lui laissant les ballades comme voie d'accès à l'album. Ce qui aurait pu sembler être un lot de consolation, très bien, prends-la. La chanson lente est devenue son super pouvoir. On peut débattre de son succès à transformer la sagesse en pratique. Plusieurs divorces, cette fameuse nuit de juin, les années perdues à cause de la dépression. Ce sont des failles, malgré tout, mais on peut aussi voir les faits. Un homme de 75 ans toujours en tournée, en résidence, à la télévision en prime time, encore assez vif pour plaisanter avec les candidats et s'émouvoir des bons refrains. Et, peut-être plus important encore, qui continue de centrer son héritage, non pas sur les stades, mais sur 3 enfants et 3 petits-enfants. Il a dit que la véritable épreuve de la vie, ce n'est pas le nombre de récompenses que l'on accumule, mais de pouvoir dire qu'on a aimé profondément et qu'on a été aimé en retour. Pour lui, le moment de plus grande bénédiction du cœur n'est ni les distinctions du Kennedy Center, ni l'entrée au Rock and Roll Hall of Fame. C'est ces petits-enfants qui courent autour de ses jambes dans ce jardin de Beverly Hills qu'il refuse d'arrêter de tailler. Le style de vie de Lionel Richie est facile à mal comprendre si l'on ne fait qu'effleurer la surface. Ce n'est pas seulement un manoir de 28 pièces et un jet privé, c'est aussi un homme en gants de jardinage obsédé par ses haies. Ce sont des parfums. Des produits nommés d'après ses propres chansons, des ensembles de draps estampillés de ses paroles, des feuilles de conditions pour des start-up et des contrats télévisés. Et un parc en face de l'université de Tuskegee, nommé d'après une chanson qu'il a écrite seul au piano il y a des décennies. Certains aspects de ce tableau sembleront toujours hors de portée. La plupart des gens qui regardent ceci n'auront jamais de Ferrari, de manoir au-dessus du Bel Air Country Club, ne clôtureront pas les Jeux Olympiques et ne verront pas leur nom en enseigne à Las Vegas. Mais presque tout le monde sait ce que ça fait de murmurer « je t'aime » et d'espérer que l'autre personne te croie. Au final, c'est sans doute le passage le plus étrange de la vie de Lionel Richie, après les jets privés, résidences, scandales, réconciliations, parcs et fondations. La chose qui semble la plus susceptible de lui survivre, ce n'est pas le manoir bordé de haies, ni les 7 Mercedes qu'il a achetés en une seule journée. C'est la voix douce dans une chanson qui fait que quelqu'un, quelque part, se sent compris. Les manoirs changeront de propriétaire, les voitures rouilleront ou seront revendues comme objets de collection. Le bureau de l'idole accueillera bientôt quelqu'un d'autre. Mais ce murmure, celui qu'il a appris de Marvin Gaye, perfectionné à Tuskegee et porté à travers les stades olympiques et les champs de Glastonbury. Ça, c'est la partie de son mode de vie. Aucun de nous ne voit, mais des millions peuvent encore entendre.